réunion du comité des ambassadeurs à la CENI. Le gouvernement ira jusqu'au bout. Les diplomates accrédités en RDC réitèrent au nom de leur pays respectif leur soutien au processus électoral 2013-2016. La dépouille des MNA va arriver samedi matin à Njili. Le gouverneur de la ville de Kinshasa exhorte la population à rendre un digne hommage à cette valeur de la culture du Congo. Antena, le journal, James Katamba. Bonsoir et bienvenue à ce journal sur la chaîne des références. CENI et gouvernement et tous les partenaires au processus électoral sont décidés à accompagner cette institution d'appui à la démocratie, à bien organiser les élections en RDC entre 2013 et 2016. Le gouvernement s'est entre autres engagé à assurer le financement de ces processus échelonnés entre 2013 et 2016. Précieux Mangozoy et Eric Izami. Décidé d'impliquer toutes les parties prenantes, le bureau de la CENI a discuté longuement vendredi 28 février au sein du comité de partenariat CENI ambassadeur et chef de mission diplomatique accrédité en RDC au sujet de la feuille de route du processus électoral 2013-2016. Nous avons fait le point aussi sur les engagements par rapport à l'assistance internationale et sur les enjeux et les défis du processus électoral parce que, somme toute, ce sont ces enjeux et défis qui nous permettent d'établir le plan opérationnel des différentes activités électorales et puis le budget. Déjà en amont, chacun a pris ses engagements, le gouvernement en premier. Toutes les dispositions pour permettre la poursuite du cycle électoral en République démocratique du Congo. Qu'il s'agisse de la production législative, de la sécurisation, du financement, de la justice électorale, le gouvernement est engagé à aller jusqu'au bout. Puis la communauté internationale au travers de la mission onusienne qui a également souscrit à une série d'engagements logistiques notamment. Vous avez eu un débat ouvert, constructif et je crois que ça donne un peu l'image de ce que devra être nos prochaines réunions. Toutes les parties prenantes au processus électoral RD congolais présentes à cette réunion ont convenu de se revoir une fois tous les 2 mois pour évaluer ensemble et surtout réussir à organiser les élections crédibles. CENI toujours, les patrons de presse ont répondu hier jeudi à l'appel de la Commission électorale nationale indépendante et une commission ad hoc a été mise sur pied et là pour appellation, médias et élections. Cette réunion a eu lieu dans la maison des élections située dans la commune de la Gombe. C'était en présence du ministre de Médias, Lambert Mende Omalanga. Le reportage est signé Nadia Koulemfouka Malala et Damien Maungu. Après les partis politiques et la société civile, le président de la CENI poursuit ses consultations avec un maximum de partenaires sociaux en vue de parvenir à la réussite du processus électoral en RDC. Hier jeudi à la maison des élections, le ministre de Médias, l'abbé président du CESAC ainsi que le patron de presse ont échangé avec Apollinaire Malumalou dans l'objectif de convoler en douce noces dans le nouveau schéma des élections qui se profile à l'horizon. Chaque partie prenante a reconnu l'importance de la mise en place d'une commission ad hoc pour que les conditions de couverture des élections par les médias soient meilleures. Cela est important parce que nous ne sommes pas partisans de la culture de l'unanimisme, de la pensée unique. Nous pensons que les élections aussi suscitent des débats, mais des débats éclairés. Des débats qui ne sont pas basés sur l'intoxication. Mon ministère se félicite de la mise en œuvre de ce cadre de concertation entre ces différents segments du secteur et la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit de mettre en place une commission ad hoc en vue d'harmoniser les conditions de la couverture des élections par les médias. Le président de l'UNPC a rappelé aux patrons de presse de prendre l'engagement de se conformer aux lois qui régissent la profession. Il a en outre loué l'initiative de la CENI tendant à l'ouverture vers une collaboration avec les médias de manière à inscrire en lettres d'or la collaboration de la presse à l'avancement démocratique.
Pour clore ce dossier consacré à la CENI, signalons que le rapporteur adjoint de cette institution, Onésime Koukatoula, a procédé jeudi 27 février à partir de Kenge au Bandundu au lancement de 558 préposés des collectes de données pour l'opération de fiabilisation du fichier électoral et la stabilisation de la cartographie. L'objectif est de professionnaliser le travail à faire. Eric Kizami et David Tembeni. La province du Bandundu a été prise pour la première ère opérationnelle au sujet de la formation des préposés pour la collecte des données en vue de l'opération de fiabilisation du fichier électoral et la stabilisation de la cartographie électorale. Au total, pour cette première phase, 558 préposés ont été déjà formés dans les Kwilu, Kwango et le Maindombe. Et ça, c'est la première étape de la mise en œuvre de cette formation où nous sommes en train de former les préposés à la collecte des données. Et cette opération qui est très importante, c'est cette opération qui est une opération de base pour la crédibilisation du processus électoral de notre pays. La CENI sensibilise en même temps pour que le processus soit réellement participatif et commun. Le processus électoral nécessite la participation de toutes les parties prenantes. Que toutes les parties prenantes devraient accompagner le processus pour que le processus puisse être de bonne qualité. La CENI, avec le soutien de tous ses partenaires, va organiser d'abord les élections locales, municipales et urbaines pour permettre l'enracinement de la démocratie à la base et l'accélération de la décentralisation effective, c'est-à-dire la gestion de proximité. Vous le savez, Kinshasa vient d'abriter le 17e sommet du COMESA qui s'est achevé d'ailleurs hier à la Cité de l'Union africaine. Les scientifiques de l'Université de Kinshasa, la colline inspirés, donnent leur point de vue sur la tenue de ces sommets dans notre pays. Leurs propos sont recueillis ici par Popol Ziakwao. Le sommet qui se tient en ce moment à Kinshasa est une très bonne chose parce qu'il permet une prise de conscience des Africains sur les richesses qui sont les leurs. N'oublions pas que notre pays, par exemple, on dit de lui qu'il est un scandale géologique. Mais je pense que certaines leçons que nous pouvons tirer de ce sommet de Kinshasa, c'est de faire en sorte que l'on puisse réduire le recours des Africains à aller hors continent pour tout ce dont ils ont besoin ou tout ce qu'ils devraient exporter. Je crois que les choses devaient se faire localement, des solutions devaient être trouvées localement au lieu de s'adresser d'abord à l'extérieur du continent. Nous devons apprendre, nous en Afrique, à connaître ce que le voisin produit. Est-ce que ce que le voisin produit n'est pas utile pour nous? Ou ce que nous produisons nous autres, ce n'est pas utile pour le voisin? Nous devons d'abord commencer à réfléchir de cette façon-là. Je pense qu'il faudrait que le peuple congolais puisse être mieux informé sur les détails des échanges commerciaux qui vont suivre pour que ce peuple puisse participer à cette évolution. Certains ex-militaires du M23 non éligibles à l'amnistie se disent prêts à affronter la justice. Ils l'ont déclaré en début de cette semaine à travers leur avocat à Kampala, où se trouvent à réfugier la plupart de ces ex-militaires. De plus amples précisions dans cette correspondance de notre représentant sur place à Beni, Fiston Mahamba, qui a été joint au téléphone par Africa Mujinga. Certains ex-militaires du M23 non éligibles à l'amnistie se déclarent prêts à affronter la justice internationale conformément à la recommandation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Cette volonté de voir ces ex-militaires du M23 répondre de leurs actes devant les juridictions internationales a été proposée par Tchombe Diteng, auteur des 5 moyens de conciliation pour la résolution de la crise à l'est de la RDC à travers la mise en place d'une justice traditionnelle avec des juridictions internationales transitoires.
Ces ex-militaires d'IM23, officiers et sous-officiers, dont la plupart sont réfugiés en Ouganda, ont fait savoir leur intention d'affronter la justice à travers leur avocat, Maître Mambakasiwa Antoine, ce mardi à Kampala. Pour ces derniers, ces clients doivent comparaître afin de s'acquérir du sort réservé aux allégations dont ils sont accusés. Pour ce faire, cela doit passer par une justice internationale indépendante, comme suggéré par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme au lendemain des accords de Nairobi entre les gouvernements et l'ex-rébellion d'IM23. Fisto Mambalarous à Beni pour Antenne A. La Cour militaire de Kinshasa à Gombe a poursuivi ce jeudi 27 février 2014 son audience foraine au CPRK sur l'affaire auditeur militaire supérieur de Kinshasa Gombe contre les prévenus colonel Nzambo et consorts. Les prévenus sont poursuivis d'avoir organisé un mouvement insurrectionnel contre la résidence du chef de l'État et d'autres cibles dont la ville de Kinshasa. Sylvain Kapombobo Singile était présent pour le compte d'Antenne. C'est aux environs des 12 heures que la composition de cette juridiction, chapeautée par son premier président, le colonel magistrat Massungi Mouna, a fait son entrée dans la salle d'audience du CPRK, remplie par les prévenus, les avocats, ainsi que l'assistance. Après la lecture de l'extrait des rôles, faite par les greffiers, le colonel magistrat Ben Teke, et la vérification des présences de ces prévenus par les présidents des séances, la Cour a poursuivi normalement l'instruction du dossier. D'entrée des jeux, 2 exceptions ont été soulevées au cours de cette audience par les collectifs des avocats de défense concernant la loi d'amnistie promulguée par le chef de l'État et après votée au Parlement à propos des faits de guerre, faits insurrectionnels et infractions politiques dont le délai choisi va du 18 février 2006 au 20 décembre 2013. Dans son argumentation, Maître Kabengela Ilunga a fait savoir à la Cour que la poursuite de l'instruction dans cette affaire n'a plus sa raison d'être. D'autant plus que les bénéficiaires, mieux les auteurs des faits insurrectionnels et infractions politiques, se sont engagés individuellement et ont promis par écrit de ne plus commettre pareil fait. De son côté, Maître Mbika Imwamba a renchéri que ces exceptions sont fondées et a demandé à la Cour d'en prendre acte tout en évoquant les articles 1er et 5e de la loi d'amnistie. Ces exceptions ont été soutenues par l'organe poursuivant qui a suggéré à la Cour de tirer les conséquences de la dite loi. Par ailleurs, la Cour a pris en délibéré les exceptions soulevées et a renvoyé la cause le lundi 3 mars 2014 où elle rendra publique sa décision. Des militaires rwandais sont signalés depuis le 21 février dernier dans les territoires de Nyiragongo, à 45 km de Goma. Depuis que leur présence a été signalée, les habitants de cette partie du nord Kivu ne savent plus vaquer normalement à leurs occupations. Des précisions avec notre correspondant sur place, Pascal Moulegua, qui a été joint au téléphone par Lucie Mamba. C'est en fin de matinée de ce jeudi 27 février que la société civile de Nyiragongo a dénoncé à nouveau la présence des bataillons des militaires rwandais basés dans la localité de Morambi, 9 km au nord de la ville de Goma, depuis un mois. De peur qu'ils ne soient maltraités par ces militaires rwandais, impossible pour les habitants de se rendre dans les champs vers les villages de Mutegera où ces troupes ont fait progression depuis la semaine dernière. Face à cette situation, Maître Marc Avota, vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu, s'inquiète du silence affiché par les gouvernements congolais et les mécanismes conjoints de vérification JVM de la CRGL basée à Goma. Cependant, pour le bureau de la société civile de Nyiragongo, une pétition est en train d'être signée par l'ensemble de la population afin de saisir d'une manière formelle le ministre national de l'Intérieur. Goma, Pascal Moulegua, Antenne A. Prenons à présent et condenser les activités de la Société nationale d'assurance. Willy Ikacha va nous parler ici de la participation des quelques cadres de la SONAS qui ont représenté la RDC à la 38e Assemblée Générale annuelle de la FANAF, la Fédération de Sociétés d'Assurance de droit national africain. Ces assises qui s'étaient tenues à Ouagadougou du 17 au 21 février dernier. Il nous parlera aussi de l'opération Jeudi Sinistre qui a lieu toutes les semaines. L'objet social de la SONAS reste et demeure la paye des dossiers sinistres.
Cette activité se déroule sur toute l'étendue du pays et fait aujourd'hui la fierté des agents et cadres de la SONAS, contrairement aux années qui ont précédé l'actuel comité de gestion piloté par l'Africaine Carole Aguito Amela. On vient de solder la différence qui restait à percevoir pour le compte de mon client qui a été victime d'un accident de circulation. Nous encourageons la population congolaise de venir s'assurer auprès de la Société nationale d'assurance, étant donné que l'assurance, c'est la sécurité, c'est pour leur bien, c'est pour la vie. Nous remercions particulièrement Madame Carole Aguito pour le fait qu'elle ne cesse de se battre bec et ongle pour satisfaire la population qui, dans des circonstances, se trouve sinistrée. Les rapports entre l'employeur et l'employé sont au beau fixe à la SONAS. Lors de la 38e assemblée annuelle de la Fédération des sociétés d'assurance des droits nationaux africaines FANAF, tenue à Ouagadougou du 17 au 21 février, l'administrateur délégué de la SONAS était représenté par ses collaborateurs très expérimentés en matière d'assurance. Ces derniers ont défendu sans faille la République démocratique du Congo lors des travaux en atelier. Ici, les assises ont le plus porté sur l'avenir des assurances, la situation des dossiers sinistres et les défis à relever pour l'année 2014. Le ministre provincial de l'Équateur en charge de la santé, affaires sociales, séjourne depuis peu à Kinshasa. Pechi Ilonga en a profité pour effectuer une visite d'inspection ce vendredi 28 février 2014 à l'usine Complast et à l'entrepôt de l'UNICEF à Gombe pour s'enquérir de l'état de matériels médicaux à acheminer dans la province de l'Équateur. Les détails dans ce reportage signé Anne-Marie Ossite et Safi Maléo. Ces équipements médicaux acquis sur fonds propres du gouvernement provincial de l'Équateur sont destinés aux hôpitaux et centres de santé. Voilà ce qui justifie la visite d'inspection du ministre provincial de la Santé à l'usine Complast à Kinshasa Limité. Je suis ici pour m'assurer si cette commande passée a été exécutée. D'ici la semaine prochaine, le matériel sera embarqué au port de Gap et sera acheminé vers l'Équateur. Une autre partie, en ce qui concerne l'Équateur Nord, sera donc embarquée à bord des avions de l'ITAB et seront déposés à Guémena et à Guadolité. Après Complast, s'en est suivi la visite de l'entrepôt de l'UNICEF. C'était un départ important. Nos hôpitaux ont beaucoup souffert et avec ces matériels qui viennent d'arriver, lorsque nous allons le réceptionner, lorsque nous allons le mettre dans les hôpitaux, nous allons donner des mots précis pour l'utilisation de ces matériels. Pour chaque hôpital, on va donner des matériels de base, donc pour la consultation médicale et des infirmiers, pour les laboratoires, pour les accouchements, pour la salle d'opération. On va donner les lits d'accouchement, on va donner les appareils de radiographie que vous voyez là, il y aura des appareils d'échographie, des appareils d'électrocardiogramme, et on va aussi donner à chaque hôpital une ambulance médicalisée. L'acquisition de ces matériels médicaux s'inscrit bien dans le cadre de priorité de l'exécutif provincial sur l'impulsion de Louis-Alphonse Koyagalo, gouverneur de l'Équateur. L'association caritative Dieu Merci a signé un partenariat avec les centres Bondeko Twendeleye en vue de venir en aide aux enfants vivant avec handicap. La cérémonie a eu lieu ce vendredi 28 février dans la commune de Lemba. Le reportage est de José Moussangana et Mboshilo Kinzonzi. Situé dans la commune de Lemba, le village Bondeko Twendeleye, qui s'occupe des enfants vivant avec handicap, a énormément de besoins qui nécessitent les soutiens de plus d'un. Voilà qui a justifié l'élan de solidarité de l'association Dieu Merci, qui, par l'entremise de son secrétaire général, a signé un partenariat avec cette structure afin de venir au secours de ces enfants qui sont aussi des personnes humaines à part entière. Que notre passage au village Bondeko Twendeleye marquera non seulement la joie de ce que nous avons considéré comme nos enfants, nos jeunes frères, nièces et neveux vivant avec handicap, et aussi à leurs éducateurs,
à qui nous rendons un vibrant hommage, car ils ont le courage et surtout l'amour d'être avec ces enfants en supportant leurs caprices journalières, car nous n'oublions pas que nous tous sommes de personnes vivant avec handicap. Symboliquement, cette association caritative a par la même occasion remis un laptop au village Bondeko. Motif de joie pour ces enfants qui, après avoir mangé, se sont mis à danser au rythme de feu King Kester et Menea avant d'exprimer leur sentiment de gratitude à travers un langage de sourds. Le village Bondeko en général et le village Bondeko Twendele en particulier, nous sommes très contents de votre visite pour cette année. Nous vous disons merci pour ces gestes de générosité. Ces genres d'initiatives devront être soutenus en vue d'accompagner ces enfants vivant avec handicap dans leur accomplissement en tant qu'espoir de demain. Très belle transition pour parler de cette information. La dépouille mortelle de King Kester arrive ce samedi à Kinshasa. Cette confirmation émane de l'exécutif provincial et de la famille de l'illustre disparu. L'exécutif provincial en profite d'ailleurs pour en appeler à tous les Quinois et Quinoises au respect de l'ordre public pendant ces obsèques. C'était au cours de la réunion qui a réuni la famille de King Kester et l'exécutif provincial. Suivez ce reportage. Plus de polémiques autour du lieu où sera inhumée la dépouille mortelle de King Kester et Menea. Le gouverneur de la ville, André Kimbuta, a été clair comme de l'eau. C'est ici, à Kinshasa, la capitale. La mesure prise par les autorités du pays bénéficie du total soutien de la famille de l'artiste. C'est l'essence même de la rencontre ce vendredi de la fille aînée du défunt artiste Afimiko avec quelques membres de la commission au bureau de Gabriel Chabani. Claude Malouma fait l'économie de leur échange. Il n'y a plus à polémiquer sur le lieu où sera exposée la dépouille de King Kester et Menea. Il s'agit bien du palais du peuple. Le programme officiel arrêté par l'exécutif provincial a été élaboré de commun accord avec la famille de l'illustre disparu. Les habitants de Kikwit devront se calmer parce qu'il est prévu la construction des monuments à Kikwit pour Menea. Entre-temps, le gouvernement provincial confirme l'arrivée de la dépouille de Menea pour ce samedi aux alentours de 6 heures. Au travers sa musique et son style, King Kester a créé un courant de pensée traduit par un accoutrement, un langage et surtout une aisance particulière. Kester mérite donc des hommages propres à lui. Ouvrons la page consacrée au sport par ces communiqués qui nous viennent de la Fédération congolaise de football, l'association. Nous les lisons in extenso. Le secrétariat général de la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, invite les candidats agents des joueurs de la FIFA à se faire inscrire pour participer au test programmé le jeudi 3 avril 2014 à 10 h au siège de la FECOFA. L'inscription est conditionnée par le paiement d'une caution non remboursable de $500 américains à la trésorerie de la Fédération congolaise de football association. La date limite d'inscription est fixée au samedi 29 mars 2014 à 12 h précise. Kinshasa, le 28 février 2014, est signé par le secrétaire général de la FECOFA, Badi Edi Baelonga Grégoire. Les stades africains seront en ébullition ce week-end. C'est là bien sûr pour le compte de 16e de finale des compétitions africaines interclubs de football. Vous le savez, la RDC est engagée par 4 clubs dans ces compétitions. L'ASV Club et le tout-puissant Mazembe dans la Champions League et les CS Don Bosco et MKFC en Coupe de la Confédération. Les 2 premiers clubs vont évoluer en déplacement, tandis que les 2 derniers dans la Coupe de la Confédération recevront à domicile. Avec Patrick Borel Mukendi, découvrons toutes les combinaisons concernant nos clubs ce week-end. Un week-end chaud pour les 4 formations congolaises engagées dans les 2 compétitions africaines interclubs de la CAF.
À la Ligue des Champions, pour les 16e de finale, 2 clubs joueront à l'extérieur, à savoir les Dauphins Noirs de l'association sportive Vita Club. On découdra ce samedi 1er mars à Harare, au Zimbabwe, avec Dynamos FC. Et à Yaoundé au Cameroun, les Corbeaux des tout-puissants Mazembe, qui étaient exemptés de tour préliminaire, iront à l'assaut des Astres de Douala ce dimanche 2 mars. En Coupe de la Confédération, les 2 équipes de la RD Congo presteront à domicile les dimanches. Les football clubs Moké du président Max Moké croiseront le fer avec un grand habitué de la compétition, les Égyptiens d'Ismaëli. Pour sécuriser la manche retour, les hommes de l'entraîneur Bruno Blas devront bien négocier son match at home au stade Révérend Père Raphaël de la Quétule des Riov de Kalamou. Quant aux Salésiens de Don Bosco, ils matcheront les Joliba de Bamako au stade TP Mazembe de Kamalondo. La forme actuelle de nos représentants à la Ligue nationale de football donne des indices que la prestation sera de haute qualité. Espérons que cette année, la maladie du générique qui veut que l'on quitte prématurément la compétition à l'étape des 32e et 16e de finale n'aura plus sa place dans le parcours de nos ambassadeurs. La Ligue de tennis de Kinshasa a un tout nouveau comité exécutif qui vient d'être mis sur pied et il a tenu sa toute première réunion le jeudi dernier au cercle de Kinshasa. Qu'est-ce qui s'était dit lors de cette réunion? La réponse dans ce reportage de Papi Katassi et Rigo Moulopo. Plus d'une semaine après son installation par la Fédération congolaise de la tennis et le ministère des Sports, le comité exécutif de la Ligue de tennis de Kinshasa s'est réuni pour la première fois avec l'ensemble de ses membres. Au menu, les préparatifs du scrutin ainsi que l'annonce du calendrier programme pour cette entité qui aura en charge de gérer le lawn tennis quinois pour une durée de 6 mois. L'élément le plus important qu'il faut retenir s'articule autour de l'organisation des élections pour l'installation du comité définitif. C'est l'objectif premier qui a été assigné au comité provisoire auquel je préside dans les 6 mois qui suivent. Donc voilà, nous avons discuté autour de ce projet, ainsi qu'autour du fonctionnement, parce qu'entre-temps, la Ligue doit fonctionner, donc autour du fonctionnement de la Ligue. À titre de rappel, c'est à la suite de la léthargie qui a élu domicile au sein du tennis quinois que la FECODELAT a mis en place ces comités provisoires. L'essentiel des parutions de ce vendredi 28 février 2014 dans cette revue de presse signée dans mon matin. Très heureux de vous retrouver ce soir pour parcourir ensemble les journaux parus ce matin à Kinshasa. Comme ça, titre l'objectif, le marché commun s'ouvre au PME. Le journal rapporte que Joseph Kabila a préconisé dans son discours de clôture hier que c'est aux petites et moyennes entreprises de jouer dans les processus d'intégration et d'enrichissement, car, renchéri Géopolis, par leur taille et flexibilité, les PME ont l'avantage d'être plus proches de population. Ainsi, elles s'intègrent mieux au sein des communautés, s'adaptent facilement aux conditions socio-culturelles, d'où ces titres. Joseph Kabila, un accent particulier sera mis sur l'autonomisation économique des femmes et leur accès au financement. En soutien au PME, cap sur les infrastructures et l'industrialisation annonce Forum de ZAS. Pas de progrès véritable ni échange soutenu au sein de l'espace Comessa sans infrastructure et industrialisation. Infrastructure et industrialisation, 2 des 4 clés révèlent la prospérité, outre la formation des hommes et l'exigence de la paix que détient le nouveau président du Comessa pour sortir du cercle vicieux. Du Comessa, représentant l'économie régionale à l'économie nationale, il n'y a qu'un pas. La référence plus parle du processus de dédollarisation de l'économie congolaise qui doit être progressif. Pour le gouvernement, souligne le quotidien, la volonté de dédollariser est maintenue, mais le processus se mettra progressivement en place dans le temps. Il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement ni de racheter les devises qui sont dans les comptes RME, ni même d'interdire la libre circulation des devises. Le gouvernement, conclut la consoeur, n'interdit pas la détention des monnaies étrangères. Dans un autre registre, les guides estiment que Malou Malou a convaincu les patrons de presse. Après la rencontre d'hier entre la CENI et les patrons de maisons de presse,
Les deux partenaires vont convoler en douces noces dans le nouveau schéma des élections qui se profilent à l'horizon dans le pays. Information alarmante pour terminer cette revue de presse. Elle est publiée dans les phares qui, d'ailleurs, s'inquiètent de la présence des miliciens à Kitona. Il s'agirait là d'un danger pour l'armée. 250 ex-combattants d'ex-mouvements rebelles avaient été transférés à Kitona en prélude sans doute de leur intégration dans l'armée. Comment, s'interroge les journaux, peut-on constituer une armée avec des gens qui ont la réputation des bandits, pilleurs, voleurs et violeurs? C'est tout pour ce soir. Bonsoir chez vous. Fin de cette session d'information. Claude Toumba l'a réalisé, Natacha Bomongo en était le chef d'édition. Merci en leur nom. Vous nous avez suivis nombreux à Luxor. Nous vous disons également merci. C'est là en Égypte. Excellente suite de programmes sur la chaîne des références et bon début de week-end à toutes et à tous.